Mesdames et messieurs, bonsoir. Je suis Yann Berton. Et Prévost Marbeau. Ce soir, nous allons vous présenter un spectacle ayant pour thème 6 mois pour entrer en paix, le centenaire du traité de Versailles. Ce spectacle a été construit par les élèves de première S4 et S5 du lycée Bernard Palissy de Gien et les élèves de 3e du collège de Clorisseau de Poigny-les-Gien, encadrés par les professeurs d'histoire M. Dauphin M. Lagnol, et M. Renzi. et par le professeur de lettres M. Beaumont. Ce projet, qui a obtenu la labellisation de la mission du centenaire de la Première Guerre mondiale, a fait l'objet de plusieurs journées de travail. Mené en commun entre les deux établissements, dont nous tenons ici à remercier l'investissement et le soutien au travers de leurs représentants, M. Thomas, Madame Martinez M. Cyprien et Madame Leleu. Le traité de Versailles résonne encore aujourd'hui comme une paix humiliante pour les vaincus, et, pour beaucoup, l'une des causes de la Seconde Guerre mondiale. nos professeurs ont souhaité nous faire travailler sur le sujet plus en profondeur, nous faire comprendre que ce n'est pas aussi simple que cela. Nous allons essayer, Au travers de notre représentation de vous faire comprendre la complexité de la situation de 1919, et les difficultés rencontrées par les acteurs de l'époque. vous retranscrire la complexité des émotions des contemporains. Les textes que nous avons écrits et créés sont le fruit de notre imagination. Cependant, ils ont tous été précédés par l'étude de sources réalisées de cette époque, des pièces d'archives que nous avons analysées lors de 4 journées complètes de travail. Même si nos textes sont fictionnels et inventés, ils respectent au maximum les sources originales que nous avons pu trouver. Nous vous remercions de votre présence et vous souhaitons un bon spectacle. Tout d'abord, nous allons voir une vidéo Powtoon Un montage vidéo fait sur Internet par les élèves du collège de Clorisseau et qui nous présente le contexte de la sortie-guerre. Le 11 novembre 1918, la Première Guerre mondiale s'achève sur le front occidental. Mais l'horreur n'a pas pris fin pour autant, car les sorties de conflits sont toujours des moments délicats où, au triste bilan des combats, se mêle le sentiment de révolte des survivants, que l'omniprésence des morts ramène inexorablement vers ce douloureux passé. Cette guerre fut d'abord inégalée, car ayant causé 11 millions de morts. Cependant, des combattants sont remis vivants de Verdun ou de Craon. La plupart sont mutilés, la gueule cassée comme ils disent, ou victimes de l'obusie. Les femmes et les enfants sont aussi à compter parmi les victimes, quoique indirectes de la guerre, veuves pour les unes, orphelins pour les autres. Sur le territoire, des structures d'accueil se mettent en place. En 1914, à Paris, un mouvement de solidarité donne naissance à l'Association des orphelins de la guerre. Ils seront éduqués, hébergés, formés pour la guerre afin qu'à 18 ans, ils puissent combattre. Du point de vue économique et matériel, la Première Guerre mondiale est un chaos sans nom. Des régions entières qui avaient servi de champs de bataille sont à reconstruire, comme la Picardie et la Champagne. De nombreux bâtiments sont détruits, ainsi que des usines, et de nombreuses villes sont dévastées. L'appauvrissement de l'Europe est de fait évident, alors même qu'il reste encore à rembourser les emprunts aux citoyens, aux alliés et à verser de l'argent aux veuves, mutilés et autres orphelins. La reconstruction du vieux continent va dépendre, pour l'essentiel, des États-Unis, nouvelle première puissance mondiale, et de son dollar, dorénavant monnaie la plus utilisée dans le commerce international. Parallèlement, une vague révolutionnaire naissante se diffuse en Europe. Suivant la révolution russe de 1917, les spartakistes tentent le soulèvement insurrectionnel dans la République de Weimar dès le 5 janvier 1919. Ils échoueront devant les corps francs et ancreront dans l'esprit des hommes politiques de l'époque l'idée d'une menace rouge, à endiguer coûte que coûte. En France, les grèves des années 20 seront à la fois celles d'une société plus brutale, car pour partie revenue de la guerre en même temps que celle d'un syndicalisme plus virulent que jamais. Enfin, la Première Guerre mondiale a engendré la mise en place d'une véritable société mortifère. Ce peuple de France, marqué à jamais par cette guerre, décide de construire en l'honneur des soldats tombés pour la patrie des monuments aux morts. 36 000 communes orneront alors leur place de la mairie ou de l'église, de ces lieux de mémoire.
Ces esplanades verront, chaque 11 novembre, un défilé pour commémorer l'armistice et glorifier les soldats, aussi bien ceux qui sont identifiés et enterrés dans les nombreux cimetières militaires ou à l'ossuaire de Douaumont, et ceux non identifiés, dont le symbole est inhumé sous l'arc de triomphe. Ainsi, ce fameux tombeau du soldat inconnu symbolise-t-il la persévérance du peuple pour en finir avec la guerre et pour le pacifisme. Après ce carnage, la population espère simplement que cette guerre aura été la dernière. C'est donc dans ce contexte lourd, alors que les troupes alliées vont occuper une partie de l'Allemagne en application de l'armistice du 11 novembre, que les vainqueurs ont décidé d'organiser une conférence de paix internationale à Paris, en France, qui a débuté le 18 janvier 1919 et avait pour but de négocier le traité de paix entre les alliés et les vaincus. 27 pays alliés se réunissent et doivent d'abord se mettre d'accord entre eux avant l'arrivée des vaincus. C'est lors de ce congrès qu'ont été signés les traités de paix avec les vaincus, dont le traité de Versailles, le 28 juin 1919, qui a déterminé les sanctions prises à l'égard de l'Allemagne, tout en donnant naissance à la Société des Nations, afin notamment de garantir la paix en Europe. Voici le premier tableau du spectacle. Raymond Poincaré est le président de la République française depuis 1913. Il a dirigé la France pendant le premier conflit mondial et l'a dirigé vers la victoire. En ce 18 janvier 1919, il doit désormais ouvrir par un discours officiel de la conférence de la paix qui réunit 32 délégations alliées venant du monde entier. Mais sans les vaincus, les grands absents de cette réunion. Nous avons essayé d'imaginer les pensées et les arrière-pensées du président de la République à ce moment. Elles sont représentatives du point de vue français majoritaire à l'époque. Elles seront suivies et entrecoupées par des extraits du vrai discours de Raymond Poincaré. Messieurs, la France vous adresse ses souhaits de bienvenue et vous remercie d'avoir choisi comme siège de vos travaux la ville que, pendant plus de 4 années, l'ennemi a pris pour son principal objectif militaire et que la vaillance des armées a victorieusement défendu contre des offensives sans cesse renouvelées. Vos nations se sont successivement jetées dans la mêlée, mais elles n'ont fait les unes et les autres que venir au secours du droit menacé. Comme l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France avaient garanti l'indépendance de la Belgique. L'Allemagne a cherché à écraser la Belgique. La Grande-Bretagne et la France se sont jurées toutes deux de la sauver. Pour qui se prennent-ils, ces alliés, eux qui n'ont pas connu l'horreur de la guerre sur leur territoire, eux qui ont eu si peu de pertes humaines et matérielles? Ils ne peuvent prétendre à une victoire que grâce à nos efforts, nos hommes, notre matériel. Ils n'ont été bons qu'à fournir des hommes qu'il a fallu former à notre armement, le meilleur du monde. Et ce Wilson, qui est-il? Le président d'une nation d'opportunistes et qui n'intervient que quand nous inversons le cours de la guerre. Sans nous, son fair play ne serait encore que le bac à sable du Royaume-Uni. Le seul en droit de quémander des dédommagements sont les Belges, profanés par les barbares boches, eux qui ont demandé la neutralité. La France, un pays qui a, de plus encore que d'autres, connu les souffrances de la guerre, dont des provinces entières, transformées en vastes champs de bataille, ont été systématiquement ravagées par l'envahisseur et qui a payé à la mort le tribut le plus lourd. Soyons francs, la France est et a toujours été la cible de l'Allemagne. Cette fois-ci, les Boches ont réussi. Ils nous ont frappés en plein cœur. Ils nous ont amputé de 1 400
Cela aura des conséquences. Des orphelins, dès leur plus jeune âge, des veuves contraintes d'élever leurs enfants seuls, et le reste de nos hommes tristes, apeurés, brutalisés. L'Allemagne pourra énoncer les mêmes choses. C'est toujours elle qui déclara la guerre et qui nous a volé 18% de nos soldats. C'est donc à elle de réparer ces torts et de faire en sorte que plusieurs victimes, que leurs victimes, que la France tienne debout. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire pour réconforter mon peuple meurtri? L'argent seul pourra-t-il subvenir à nos besoins? Il y a 48 ans, jour pour jour, le 18 janvier 1871, l'Empire d'Allemagne était proclamé par une armée d'invasion dans le château de Versailles. Vous êtes assemblés pour réparer le mal qu'il a fait et pour en empêcher. Violeurs de ma patrie, vous paierez pour vos crimes et mutilations que vous avez fait subir à la France. Vous m'avez arraché ma chère Lorraine tout en humiliant mon pays. Vous avez commis l'impardonnable et vous en êtes vendu les bords. Les Boches n'ont rien respecté. Enfin, les Teutons vont payer. Ces barbares ne méritent qu'une chose, le démembrement de leur unité. Vous allez payer pour ma famille, ma province, mon pays, ma dignité et mon honneur. Si bien que peu à peu, la guerre a pris la plénitude de son sens initial et qu'elle est devenue, dans toute la force du terme, une croisade de l'humanité pour le droit, et si quelque chose peut nous consoler, en partie, des deuils qui nous ont frappés, c'est assurément la pensée que notre victoire aussi est la victoire du droit. Satané Cerbère qui a emmené l'enfer sur nos terres, et souillé nos femmes, enfants et pères, alors que nous avions tous fait en sorte qu'il ne diverge pas vers le mal, qu'il soit puni de son péché. Ces monstres, en détruisant la cathédrale de Reims, ont atteint un cœur de notre patrie. Nos soldats sont nos héros et mériteraient d'être canonisés comme le sera Jeanne d'Arc. Comme notre chère Belgique prise en traite, le droit mondial d'être neutre fut bafoué. Par ces ingrats, ils doivent payer. Seul le droit de la justice dans le pays des droits de l'homme sauront décider d'une peine à la hauteur de leur acte. En même temps que vous introduirez ainsi dans le monde le plus d'harmonie possible, vous instituerez, conformément à la 14e des propositions qu'ont unanimement adopté les grandes puissances alliées, une Ligue générale des nations qui sera une garantie suprême contre les attentats aux droits des gens. En établissant cet ordre nouveau, vous répondrez aux aspirations de l'humanité qui, après les terribles secousses de ces années sanglantes, souhaite ardemment de se sentir protégée par un concert des peuples libres contre les réveils toujours possibles de la sauvagerie primitive. Avec ce terrible bilan, la France a besoin de repos et de sécurité. Elle doit trouver une solution pour éviter que cela ne recommence. Le principe de Wilson semble bon. Créer une association de pays pour maintenir la paix, mais comment le faire fonctionner? D'autant qu'il va falloir cohabiter avec ces barbares. Mais comment faire pour qu'ils ne nous attaquent plus? Car ces gens n'obéissent pas aux règles. Les exclure de l'association n'est pas assez. Ah, je pourrais séparer leur pays en deux. Oui, cela sera plus facile, plus efficace. Je vous laisse, messieurs, à vos graves délibérations et déclare ouverte la conférence de Paris. Second tableau du spectacle. Les négociations de Versailles ont désormais commencé. La paix doit être négociée entre les vainqueurs. Les artisans de la paix ont dû écouter les revendications de nombreuses délégations venues réclamer que justice leur soit faite en vertu des idées de Wilson, notamment par rapport aux colonies. Les vainqueurs se sont également appuyés sur de nombreux experts, comme les historiens, les géographes et les juristes, pour tracer les nouvelles frontières. Or, dans beaucoup de régions du monde, comme par exemple le Moyen-Orient, ces frontières seraient difficiles à mettre en place. Nous avons réussi à nous glisser lors d'une discussion d'experts à la conférence de la paix. Bonjour messieurs. Comme vous le savez tous, nous sommes ici pour partager de façon équitable ces territoires, tout en prenant en compte les terres promises aux peuples italiens et arabes.
De plus, les Arméniens et les Kurdes ont le droit de posséder une terre. Je vous rappelle par ailleurs que ces négociations doivent rester calmes et courtoises, dans le respect de tous. Au nom du peuple arabe, je veux tout d'abord remercier les grandes puissances européennes, la belle France, le grand Royaume-Uni, la radieuse Italie, de nous avoir libérés de l'Empire ottoman et de nous avoir conviés à cette assemblée de négociation. D'autre La part, Grande-Bretagne a toujours été présente et le droit de l'Alliance nous attribue, avant le droit des peuples, ces territoires. N'oubliez pas, messieurs les Anglais, l'accord entre M. Sykes et M. Picot quant au partage de l'Empire ottoman. Donc le droit de l'Alliance, d'accord, mais pas surtout Moyen-Orient. Étant le représentant des Juifs, et puisque l'on évoque les accords passés au préalable, je vous rappelle que la déclaration Balfour du 2 novembre 1917 nous promet un foyer national. Cette déclaration a été faite par le ministre des Affaires étrangères britannique lui-même, et il nous a précisé que le gouvernement britannique ferait tout pour la respecter. tant que nous y sommes, vous autres juifs n'êtes pas les seuls à disposer de ce type d'engagement. La lettre du 24 octobre 1915, écrite par MacMahon au commissaire de la Grande Mutane en Égypte, et destinée au shérif de la Mecque, Hussein, nous promet la création d'un royaume arabe. Et qu'en est-il aujourd'hui? Excusez-moi. Bien. Maintenant, qu'en est-il de la Palestine? À propos de la Palestine, il s'agit de notre terre. C'est la terre sainte d'Abraham et de Moïse, où mon peuple a été le premier. Ce sont nos rois, David, Salomon, qui ont gouverné cette terre. Et c'est aussi ici que la grande Jérusalem a été fondée. C'est notre terre et celle de nos ancêtres avant tout. Oh, la Palestine, arrêtez de sauter comme des cabris. N'oubliez pas que toutes ces terres sont arabes. Les communautés arabes forment une seule nation arabe indivisible. Et nous devons, par conséquent, avoir notre État, conformément au point 5 de Wilson. Nous avons le pouvoir de recourir au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Notre peuple aussi a le droit d'avoir sa terre. La communauté juive a toujours été persécutée, même en Europe. Et les pogroms en Russie, et les persécutions des rois de France. Si les Arméniens ont leur terre, alors la Palestine est nôtre. Malgré cela, la Palestine est une zone internationale. De plus, c'est un lieu saint pour les chrétiens et les musulmans. Vous l'attribuer créerait beaucoup de tensions et de conflits. Nous, Français, voulons la Syrie et le Liban, terres habitées par de nombreux francophones avec qui nous partageons notre culture et une histoire chrétienne. Nous voulons l'Irak, avec les grands fleuves, vu que nous possédons le canal de Suez et que l'accord de Sykes-Picot nous réserve des territoires comme l'Irak ou le Koweït. Il est on ne peut plus clair que ces territoires nous appartiennent. La réalité, c'est que vous voulez vous imposer sur notre territoire au nom de prétendues amitiés qui ne sont que de la foutaise. Ces territoires nous sont destinés. Alors rentrez chez vous, avec vos méthodes colonisatrices. Ce n'est en aucun cas de la colonisation. Nous apportons seulement un commerce stable qui ne pourra être obtenu qu'avec une économie forte, si ce n'est avec la plus forte. D'ailleurs, je vous rappelle que posséder le sol, c'est aussi posséder le sous-sol. À ce titre, nous souhaitons aider les populations locales à profiter correctement et pleinement des richesses de leurs terres. Je pense au pétrole notamment. Vous respirez le mensonge. Que faites-vous de vos engagements? Vous êtes des escrocs, des marchands de tapis, des anacolutes. Pour ma part, je vous dis bonsoir. Calmons-nous, messieurs. Nous sommes entre hommes civilisés. Nul besoin de nous insulter. Le Liban et la Syrie peuvent être sous influence française, mais ne peuvent être considérés comme des colonies. Oui, pour le sous-sol. Ne touchez pas à la carte et que je sois bien compris, ces territoires reviendront à l'Angleterre. À mon tour cette fois. Ça fait une dizaine de minutes que vous parlez de vos terres. Et moi je prends ça, et moi si, et nous alors? Vous la triple entente, vous nous aviez promis les terres irridantes après cette guerre. Et au final, qu'avons-nous obtenu? Niente, rien. Seulement la misère et cette victoire mutilée. Alors nous revendiquons le sud de l'Anatolie, comme il était convenu. Nous ne nous ferons pas détrousser une seconde fois par nos alliés français et anglais. Tôt ou tard, la vengeance de l'Italie fera surface. Au nom de notre amitié depuis toujours, nous voudrions obtenir Mossoul, sachant que vous êtes le père de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Vous savez à quel point nous vous sommes redevables pour tout ce que vous avez fait. Et c'est pourquoi je vous demande solennellement
de nous donner Mossoul, malgré le prix du sang que vous avez payé. Ne nous saoulez pas avec Mossoul. Nous, Français, la seule chose que nous demandons, c'est une aire d'influence plus importante. Espérons que cette histoire finira bien. Troisième tableau du spectacle. Le président Wilson, dont les idées ont été acceptées comme la base de la nouvelle paix, avait promis la diplomatie ouverte, c'est-à-dire la possibilité de négocier sous l'œil vigilant de l'opinion publique. Or, finalement, que pense la population française de la future paix? Qu'attend-elle de la paix? Nous allons essayer de comprendre à travers cette scène capturée dans un bistrot parisien. Ah, cette saleté de guerre. M'a totalement ruiné. Les usines détruites. Mes ouvriers morts et pas remplacés. Et l'armement qui ne se vend plus. Comment s'en sortir? Bon, cette carte fait du temps à tous. Regardez, nous par exemple. Ils veulent casser. Ils font fuir tous nos clients. Il y a de quoi? Ils font peur. Et ça finit par l'argent qui rentre plus dans la caisse. C'est bien vrai. Ça fait 25 ans que je bosse à l'usine. 25 ans que je trinque pour nourrir mes 5 gamins. Ma femme est morte il y a 4 ans, de faim. On ne pouvait pas nourrir tous les gauches. Je buvais déjà beaucoup à l'époque. J'ai rien vu venir. Alors j'ai travaillé dans l'armement, chez cet homme-là, avec la promesse de gagner plus. Bah niet, les enfants marchent toujours aussi mal, et je vois toujours plus. La guerre a rempli les poches des bourgeois. Et tuer les ouvriers sobres. Jamais j'ai manqué un jour, jamais j'ai causé un problème, et j'ai jamais reçu une prime, un encouragement, un regard. Je suis sûr que depuis votre KGB de luxe, nous ne sommes que des ploucs anonymes remplissant vos poches. Mais sachez une chose, mes camarades se taisent, mes camarades souffrent, mes camarades meurent. Il est où, papa? Ah, tout petit. C'est pas une misère de voir ça. À celui qui dans la mine sans ses poumons s'est émietté, à celui dans les chaudronneries et à ses doigts brûlés, aux femmes dans les usines de munitions abruties par la machinerie. Je bois non pas pour noyer mon chagrin, mais pour honorer mes frères, mes sœurs, mes camarades. Ah, bien dit. Oh, les ouvriers, toujours à se plaindre. Oh, mais je ne suis pas le plus à plaindre, loin de là, car en plus d'agoniser à l'usine, certains ont vécu la guerre, et au lieu de leur accorder le repos qu'ils méritent, on les envoie crever dans les veines de l'industrie. Mais les pleurs des misérables seront entendus,
Les rouges arrivent, les Russes y ont succombé, et la révolution bolchevique ne saurait tarder. À courir! Vous n'avez pas honte? Sans nous, vous n'aurez plus de foyer, plus d'entreprise, plus de travail. Mon lieutenant, et c'est ça qu'a défendu la France avec les économies. D'aller rouge, maintenant un qui a bu un peu de trop. Alors, salut le copain de nous, Victor Serrin. À couvert! Où étiez-vous quand ce brave a laissé sa santé sur le champ de bataille? Où étiez-vous? Embusqué? Vous filez Napoléon pour moi et servez à ces soldats ce qu'ils veulent. Vous vous moquez de cette guerre qui m'a tout pris, y compris mon mari, mort pour la France, au champ d'honneur. Et maintenant que la guerre est finie, que devenons-nous, nous les mêmes sonnettes? J'ai travaillé pendant 4 ans, et aujourd'hui je n'ai plus rien. Et qui va ramener l'argent à la maison? Et en plus, on nous demande à nous, les femmes, de repeupler la France. Et pourquoi? Pour gommer ce carnage? Bon, les Russes sont pas encore installés ici, je vous le dis, moi. Ils ont déjà du mal à s'installer chez les Boches. Pas les Boches, non. Non, pas encore. Et je me rappelle, j'ai perdu mon mari et mon fils dans cette boucherie. Et on ne me laisse même pas les voir une dernière fois. Il n'aurait pas eu un enterrement digne de ce nom. Dis, reviens quand, mon papa? Et ils reviennent quand, mes ouvriers? Ils reviennent quand, mon argent? Si les bourgeois continuent à se foutre du peuple, ça va péter, hein, ça va péter! Ça suffit! J'ai pas envie de laisser ma peau pour vous. Mais non, camarade, laisse-moi t'expliquer. Le communisme, c'est la paix pour tous. Mensonge! Le communisme, c'est des grèves armées, des assassinats de patrons, des occupations de terre, l'asphyxie de l'économie. Le communisme, c'est la guerre. Ah, il a raison, monsieur. Une nouvelle guerre, ce sera un carnage. Il faut, mon papa, chacun tranquille, ma chérie. Au moins, pendant la guerre, les femmes avaient plus de liberté. On y a cru. Nous voulons travailler et exister. Bientôt, vous la remontez. Bah, et alors, le problème, on a prouvé qu'on peut remplacer les hommes et qu'on va autant qu'eux. Oh bah oui, hein. Bientôt les vaches aussi elles vont voter. C'est pas faux. Je sais ce que vous ressentez tous. Cette guerre m'a aussi affecté. Les articles censurés, des mensonges publiés chaque jour en première page. On a même été dire aux Français que les bases allemandes ne tuaient pas. Cette guerre a mobilisé tous nos soldats, comme vous, notre économie. Mais elle a surtout mobilisé nos esprits en nous cachant la vérité. Essayons de retrouver cette union sacrée, mais au service de la paix, car il faudra absolument, et par tous les moyens, éviter une autre guerre. Bon, c'est bien beau tout ça, mais on perd. Tout le monde dehors. Allez, où? Et puis, maman, il revient quand, mon papa? Jamais. Il ne reviendra jamais. Ton frère non plus, d'ailleurs. La guerre, c'est ça. Ce sont des hommes, des enfants qui meurent et des femmes qui restent et qui pleurent.
suite de nombreuses discussions entre les 4 grands, Wilson l'américain, Lloyd George le britannique, et Clémenceau le français. ainsi que Orlando l'italien. Mais il reste un moment fort dans les négociations de paix. Le face-à-face entre les vainqueurs et les vaincus. Wilson avait promis dans son discours du 27 septembre 1918 une impartiale justice envers les vaincus. Or, dans les deux camps, on n'a pas la même vision de la justice. C'est l'un des drames de Versailles. Il n'y aura d'ailleurs jamais de réelle confrontation entre Georges Clémenceau, le chef de la délégation française, et Proctor Franzo, le chef de la délégation allemande, puisque les Alliés vont refuser toute négociation orale avec les puissances des terres. Seules les observations écrites seront permises. Nous avons essayé d'imaginer ce que Clémenceau et Broxdorff auraient pu se dire s'ils avaient pu se parler directement. Jamais les Français n'ont voulu cela. Jamais nous n'avons voulu cette guerre. Nous nous sommes engagés pour aider nos alliés et nous devenons des martyrs. Nous voulions juste défendre face à ces puissances. Ce n'était qu'une guerre défensive. Si nous n'avions pas attaqué, l'Allemagne serait devenue la cible des pays de l'entente avant même d'être prête. Je suis sûr qu'ils auront le toupet de parler de guerre défensive. Mais bien évidemment, envahir la Belgique, détruire l'Alsace, massacrer nos enfants, violer nos femmes, et ils prétendent se défendre. Depuis plusieurs dizaines d'années, l'impérialisme européen opprime les Allemands, qui ne peuvent se défendre contre ces puissances. Clémenceau attise la haine de l'Allemagne, et elle est sa seule motivation. Nous priver de faire des réclamations orales en est l'exemple même. Ils ont tenté de noyer notre économie en même temps que nos mines. Et cet argent, ils nous le doivent. Pour payer les pertes subies par l'État, pour tenter de combler le trou béant laissé dans les familles françaises. Quand je pense qu'ils osent jouer ainsi sur les pertes humaines, ils ne sont pas les seuls à en avoir subi. Que je sache, Clémenceau oublie trop souvent que cette guerre a été dramatique pour nous aussi. Il oublie le blocus britannique. Pire, il cautionne ce blocus qui a affamé tant d'Allemands et causé tant de victimes innocentes. Qu'il le veuille ou non, il a du sang sur les mains. Ils veulent que nous payions les réparations, soit nous payerons. À moi d'en négocier la hauteur du montant. Après tout, ce sont eux qui ont demandé la paix. Ce sont les vaincus responsables de cette guerre, les vaincus coupables. Et cette arrogance, ce mépris de considérer que nous faisons preuve de faiblesse parce que nous demandons la paix, non! Nous sommes les premiers à avoir voulu arrêter ce massacre. Le droit, Clémenceau n'a que ce mot à la bouche. S'il invoque le droit, moi, je demande la justice. Et cela passe par une enquête impartiale. Une enquête qui permettra de démontrer que nous ne sommes pas les seuls responsables dans le déclenchement et la poursuite de cette guerre. Brockdorff pense que cette commission est un tribunal. Il se trompe. Viendra l'heure de juger les responsables. Il faudra d'ailleurs commencer par le Kaiser pour tous les crimes dont il est coupable. Ce ne sera que justice pour la Belgique.
Herr Randorf, voici les conditions de paix. Monsieur Clémenceau, vous pouvez venir s'il vous plaît? Voyons voir cette note de mes juges. Espérons qu'elle respecte les points de Wilson. Normalement, je dis bien normalement, à la base de ce simulacre de paix. Comparons les deux documents. Le premier point évoque des conventions de paix préparées au grand jour. On dirait une mauvaise farce. Impossible de savoir ce que fera nos amis. Le deuxième point, il est bien beau. La liberté absolue de la navigation sur mer. Cela fait presque rêver, puisqu'on n'a plus de marine. Et vouloir supprimer les barrières économiques après nous avoir infligé un blocos, c'est ironique. L'Allemagne est, par nature, une menace pour nous. Il faut donc absolument limiter son territoire et ainsi son influence malsaine. Elle doit nous être inférieure pour que notre sécurité soit garantie et que l'Europe vive en paix. Cela passe par la perte de ses anciennes colonies et par une interdiction ferme de s'allier avec l'ancien empire autrichien. Les armements de chaque pays seront réduits au minimum, seulement pour l'Allemagne. Nous avons respecté les points 6, 7 et 8 en quittant la Russie, la Belgique et la France. C'est même notre argent qui leur servira à restaurer leur territoire. Les Alliés n'ont rien respecté de ces 14 points, puisqu'ils ont magistralement ignoré la demande de reprise de Fiume par les Italiens. Ils ont aussi laissé les peuples autriche-hongriques devenir indépendants en empêchant nos frères autrichiens de nous rejoindre dans une grande fédération germanique et la création de cet État polonais, soi-disant peuplé seulement de Polonais. Danzig est peuplé de fiers Allemands, et nous la perdrons. Quant à la mise en place d'une société de nations censée garantir une paix durable, quelle valeur lui accorder? Nous ne pourrons pas y participer. Il nous faudrait aussi occuper une partie de leur territoire frontalier au nôtre pour éviter toute menace. Et surtout, réduire leur armée, en supprimant leur service militaire, par exemple. Ce traité est véritablement une mascarade destinée à nous priver de nos droits et à nous amputer de nos territoires. La paix des vainqueurs? Non, la paix des vainqueurs. Ils ont oublié qu'avant la guerre, nous étions respectables, les meilleurs scientifiques, de nombreux brevets, les plus beaux prix Nobel. Mais avec cet article 306, ils nous ont volé notre passé scientifique, notre culture, notre fierté. En maquillant cette supercherie sous les traits d'une paix juste, ils sont juste en train de créer un sentiment qui ne peut se retourner que contre eux. Merci d'avoir suivi ce spectacle. Nous vous remercions d'être venus soutenir notre initiative. Et nous espérons que vous avez passé un très agréable moment. Nous tenons à remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont rendu ce spectacle possible. Nous tenons surtout à remercier les élèves et les professeurs qui nous ont accompagnés dans cette aventure, si je puis dire, et qui se sont tous impliqués durant cette année. Merci.
assuré un petit peu la transition des décors, qui ont assuré aussi les éclairages, la régie technique. Ce sont des élèves qui s'en sont chargés. Ils ont eu une formation express par des gens qui n'y connaissaient pas grand-chose. Mais c'est être aussi efficace dans l'éducation nationale. Voilà. Bravo encore, merci à vous. D'être venus ce soir pour ce projet qui a mûri dans nos têtes respectives il y a à peu près 1 an. Et voilà, c'était vraiment un très très beau rendu et on remercie encore les élèves pour leur implication.